Bonjour tout le monde, bienvenue à Vie publique. On sait que les parents, on est tous dans le tourbillon de l'école depuis septembre. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on va survivre? Est-ce qu'on va passer à travers l'année? En tout cas, là, au moment où on se parle, on en a fait un grand bout. Et pour nous en parler, aujourd'hui, on a avec nous Geneviève Soucy, qui est directrice secrétaire générale et aussi responsable des communications. Pour moi, tu es la personne aux communications qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bon, là, au moment où on se parle, on a quand même presque, on pourrait dire presque 3 mois de fait. En tout cas, un bon 2 mois. Un bon, oui, oui, octobre, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ça fait plus de 2 mois. Ça paraît long, des fois. Vite. Ça dépend du contexte. Mais 2 mois, c'est énorme en temps de pandémie parce que on est un des rares endroits au Québec, en fait, qui n'ont pas touché à la zone rouge. Et donc, vous avez pu maintenir tout de même les cours avec le lot de problèmes et de défis que ça apporte. Au bout de 2 mois, là, est-ce que la routine est prise maintenant? Bien, je pense que oui. C'est sûr qu'on ne se cachera pas là, pour nos milieux scolaires, pour les écoles. Ça a vraiment amené beaucoup de modifications, d'ajustements. Tout le monde, la société, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque de partir une année scolaire avec toujours le risque d'être obligé d'avoir des fermetures de l'enseignement à distance. Donc, ça amène beaucoup d'ajustements. Nos écoles ont pu se pratiquer avec certains cas qui sont arrivés, où là, ça nous a amené à fermer des classes. Mais heureusement, ce qu'on voit, puis avec les partenaires qui sont la santé publique, qui sont importants aussi pour nous, c'est que ce qu'on a mis en place, puis ce que nos écoles ont mis en place fonctionne parce qu'on a toujours réussi à contenir et à éviter la propagation et l'éclosion dans nos milieux parce que on l'a comme priorité, notre premier ministre le répète, on veut que nos écoles restent ouvertes. On le sait que c'est important pour nos jeunes au niveau académique d'avoir ce soutien-là de leur personnel enseignant puis professionnel autour d'eux puis de soutien, mais aussi le volet social, nos ados en ont besoin. On le sait que ça fait partie intégrante du développement de l'adolescence d'avoir ces relations-là. Fait que pour nos jeunes puis pour nos équipes, oui, il y a eu beaucoup d'ajustements, de modifications dans l'application de ces règles-là, mais on voit que là, après 2 mois, bien, je pense que, mine de rien, on prend notre air d'aller. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que ça nous demande toujours plus? Bien oui, je pense que, tu sais, mais de façon générale, ça nous demande plus à tout le monde, même comme citoyen ou même dans notre propre maison. Je vais en parler des éclosions parce qu'il y en a eu peut-être qui ne partaient pas nécessairement de l'école. Non, veut pas, ça part de la communauté, ça arrive à l'école, mais ça a toujours été contenu très, très, très rapidement. Oui, je veux bien que vous me parliez de vos bulles, mais on sait que les bulles, on les tient à l'école, mais c'est plus... Il y a quand même des trous, on va dire, dans les bulles. C'est quoi le protocole? Qu'est-ce que vous faites qui fait qu'on arrive quand même là, assez rapidement à maîtriser tout ça? Est-ce que c'est d'abord une bonne collaboration des parents, des étudiants, ou vous avez un système qu'on pourrait expliquer ailleurs, mais ça c'est toujours... Vous avez toujours réussi à tuer ça dans l'œuf, à chaque fois qu'il y en a eu. Puis c'est important de bien comprendre le principe de bulle. Quand le ministère a amené le principe de bulle, là, on comprend là, que c'est pas magique, la bulle, puis qu'ils sont protégés, puis ça va s'arrêter là. Le principe de la bulle vient vraiment aider dans l'étude épidémiologique que la santé publique va faire. Et le traçage. Oui. Et le plus rapide on le fait, le plus rapide on est capable d'aller dire « Oh, ils ont été en contact, on les retire 14 jours. » Et là, on vient éviter la propagation de 10, 20, 100 et là, de façon exponentielle. Puis donc, là où, dans notre protocole, parce que chaque école a un protocole d'urgence qui devait soumettre au centre de service scolaire et après au ministère, là, bien, c'est vraiment de s'assurer d'avoir les listes d'élèves proches, les plans de classe, qui est assis à côté de qui, dans l'autobus, qui est assis à côté de qui. Et toutes ces données-là sont remises à la santé publique s'il arrive un cas. Et à ce moment-là, le plus rapide la santé publique est capable de faire des téléphones, le plus on est en mesure d'aller tout de suite isoler, 10 jours, 14 jours, là, ça dépend de leur analyse à eux. Mais donc, on vient éviter, parce que si le jeune n'est pas encore porteur, bien, il ne peut pas le propager aux autres. Donc, on vient rapidement limiter la propagation. Puis actuellement, c'est ce qu'on voit. Et vous l'avez nommé, les parents et la vigilance des parents est importante aussi parce qu'on le voit, là, les parents, il y a un petit symptôme, on va le garder, on observe, puis on ce qu'on voit aurait que dû toujours faire, mais on vivait tous dans la même... tout à fait, la même réalité. Puis, fait que donc, je pense que ça aussi, on l'a vu dans beaucoup des cas qui sont arrivés. Voyez-vous une diminution des rhumes, des grippes cette année, là, avec l'histoire de bulles? Est-ce que c'est à peu près pareil aux autres années? Ou... Je pourrais pas vous donner là, cette notion-là. Je sais qu'on a toujours des élèves absents à chaque jour parce qu'on est vraiment dans la saison des petits rhumes, puis les gens prennent pas de chance, ce qui est correct. Puis on s'assure à ce moment-là d'éviter. Puis on peut jamais être sûr
sûr, hein, on a toujours le petit doute de dire, bien, on pense que c'est rien qu'un rhume parce que c'est normal à ce temps-ci de l'année. Je pense que les gens sont vigilants, puis par la vigilance, bien, on voit que ça a un effet positif. Fait que c'est un travail de collaboration avec le personnel qui applique les mesures dans les écoles sanitaires, les parents, eux autres, qui sont vigilants. Fait que tout le monde ensemble, on voit que ça a eu des effets positifs, ce qui fait qu'on a fermé des groupes classes, mais pas d'école, puis ça a été vraiment minime comme impact jusqu'à présent. On n'est pas à l'abri de tout. Ben non. J'aimerais qu'on parle maintenant du matériel scolaire, d'Internet, parce qu'on se souvient qu'en début d'année ou en fin d'année, je me rappelle plus trop, mais on avait eu une communication disant que chaque élève, secondaire 4 et 5, aurait probablement un portable, qu'il fallait se mettre prêt pour l'école à distance. Tout à fait. Ils sont en pratique régulière là, dans bien des territoires du Québec. On a même ajouté le secondaire 3 un jour sur 2. On en est où ici si ça devait arriver? Parce qu'on sait que le gouvernement Legault probablement ne sera pas en mesure de connecter encore certaines collectivités avant plusieurs mois. Alors, la pandémie, c'est maintenant. Qu'est-ce qui arrive là, avec nos jeunes pour l'accès Internet? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y en aurait beaucoup qui n'auraient pas accès à... Sur notre territoire, là, on est vraiment quand même chanceux là, parce que quand on se compare avec d'autres centres de services, la réalité n'est pas pareille partout. On parle d'à peu près d'une trentaine de familles. On a des outils LTE qui peuvent être passés. Naturellement, il faut que le réseau cellulaire... LTE, c'est comme une clé USB puis ça nous donne accès à Internet? Exactement. Il faut que le réseau cellulaire puisse passer. S'il n'y a pas d'Internet, c'est pas grave, mais via le réseau cellulaire, c'est possible. Mais on a quand même un certain défi. Ce qui fait que le ministère, ou en fait le gouvernement, a quand même amené la possibilité, advenant que l'école n'est pas fermée, naturellement, par une éclosion majeure, bien, des élèves qui, justement, seraient en enseignement à distance pourraient tout de même demeurer à l'école. Sinon, on a des plans aussi de leur envoyer du matériel papier pour qu'ils puissent quand même avoir accès, parler à l'enseignant par téléphone. Donc, on s'entend que c'est pas la situation idéale, là, on en convient, mais ça reste qu'il y a quand même des plans B, des plans C qui peuvent être mis sur place. D'où les efforts que vous faites pour qu'on puisse continuer d'aller à l'école. C'est quand même la solution. C'est quand même la meilleure solution. La meilleure pour le moral de tous aussi. Là. Parlez-moi d'ailleurs du moral des enseignants, du personnel de soutien. T'sais, on n'a qu'à écouter nos enfants le soir pour se rendre compte qu'il n'y a rien comme avant. Puis je leur dis toujours chaque jour, il n'y a rien comme avant pour vous, mais il n'y a rien comme avant pour eux non plus. Pour personne. On parlait du concept des bulles. Donc, oui. On sait que tout le monde n'a pas nécessairement ce qu'ils veulent comme cheminement cette année, que ça pose des défis, que ça fait du rattrapage, que ça a été long quand même avant qu'on organise les récupérations, tout ça. Alors, comment ça va là, du côté de tous les élèves qui peuvent vivre des difficultés, qui ont besoin de plus d'attention? Comment on va relever ces défis-là cette année? Bien, c'est clair qu'actuellement, là, par le fait d'être en zone orange, ça nous simplifie la tâche pour pouvoir justement faire des récupérations, comme vous dites. Parce que là, on peut élargir pour chaque élève jusqu'à 3 bulles. Donc là, l'élève qui fait du parascolaire sportif, bien, c'est une bulle, sa classe en est une autre, puis s'il fait de la récupération, c'en est une autre. Fait que vous comprenez que... Il faut quasiment avoir un petit catalogue de chaque élève avec le nombre de bulles que chacun a. Je vous dirais que c'est ce que nos écoles ont, parce qu'encore là, dans le retraçage, il faut avoir le pédigree de chacun. Donc, c'est sûr que ça amène un défi. C'est sûr que ça amène une fatigue additionnelle chez le personnel. On parle des soutiens professionnels, direction d'école, nos enseignants. Mais je pense que de façon générale, dans la société, les gens aussi, on a une fatigue additionnelle parce qu'on a toujours une préoccupation par rapport à l'application. Le mental est déjà... On le sent à bout, là. Effectivement. Fait que, je pense qu'on n'y échappe pas au niveau de l'éducation, mais la force, je pense que c'est la force de l'équipe, la force du travail d'équipe. Nos enseignants le disent aussi, hein, ils veulent être en classe avec leurs élèves parce que c'est là qu'ils sont capables de faire une différence. Puis à chaque jour, ils savent que c'est pour eux qu'ils sont là. Fait que ça nous aide toujours à se dire, on est là pour eux, puis on sait qu'on fait une différence. Puis on a des jeunes aussi qui ont besoin de ce lien-là, puis on avait du rattrapage académique à faire par la force des choses. Et là, on est capable de bien les aider. Il faut qu'ils soient à l'école. Ça reste notre priorité. J'aimerais qu'on parle un peu de tout ce qui est le secteur professionnel. On sait quand on prend, par exemple, le pavillon de l'avenir, il y a déjà plusieurs formations où c'est déjà difficile de recruter. Hein? On a eu de la difficulté avec les différentes études de soins infirmiers. Là, il y a différentes catégories. En soudure, c'est pas toujours évident non plus. En boucherie, je me souviens que c'était pas facile. En cuisine. Là, on arrive avec les mesures du masque, des mesures plus contraignantes. Ça, c'est des gens qui, a priori, à mettre sur le terrain. Puis souvent, quand on a fait un DEP, c'est parce que les livres, là, c'était pas ça qu'on aimait. Il arrive quoi? Est-ce qu'il y a moins d'inscriptions? Est-ce qu'il y a des gens qui lâchent? Comment on se débrouille avec cette clientèle-là qui est aussi des fois sur un fil, là, entre lâcher l'école, décrocher et se raccrocher avec un métier? Tu sais,
Puis on l'a vécu avec la rentrée scolaire où ils ont été quand même une partie à distance. Ça restait un défi pour ces élèves-là parce que ce sont des élèves qui veulent apprendre puis qui doivent apprendre par la manipulation. Ils sont manuels. Tout à fait, tout à fait. Fait que donc ça a été un défi, puis je pense qu'eux aussi ont été sensibilisés à l'importance d'être à l'école, puis de voir qu'effectivement, là, dans les livres, c'est pas ce qui leur tente. La formation professionnelle depuis 5 ans, avec le marché de l'emploi, on est beaucoup à plein emploi, a des défis. Et au niveau des inscriptions, ça a diminué. Là, on monte vraiment à 5 ans. Donc, c'est pas juste par rapport à la situation. Mais pourquoi ça diminue? Parce qu'il y a moins de gens qui s'intéressent au travail manuel? Parce qu'on se trouve un travail sans formation? Parce que... Bien, il y a beaucoup de choses. Hein? Puis, on regardait aussi, beaucoup d'entreprises vont décider d'engager les personnes et de les former. Oui, de plus en plus. Selon leur réalité d'entreprise. Tout à fait. Fait que ça fait partie d'une réalité où il y a certains emplois qui les gens vont être formés sur le terrain. Je suis en plein emploi au niveau de la restauration. Vous parliez tantôt de cuisine, mais ça se peut qu'on décide de dire, bien, viens-t'en travailler, je vais te l'enseigner. Donc, ça fait partie d'une réalité. Le COVID amène d'autres réalités sur les programmes. Là, oui, on a des programmes qui sont plus en difficulté que d'autres. Vous avez nommé tantôt, on a vente conseil, il y avait boucherie, mais boucherie, ça fait quand même plusieurs années aussi. On est beaucoup en plein emploi. Reste que l'an passé, pour la formation professionnelle, hein, nos jeunes du secondaire, c'est eux aussi qu'on sensibilise, à qui on fait faire beaucoup de visites directement dans l'école de formation professionnelle qui n'ont pas eu lieu parce que, veut pas, on a fermé en mars. Beaucoup d'activités de développement au niveau professionnel se faisaient là, mars-avril. Donc, c'est une clientèle aussi où on doit sensibiliser l'importance des jeunes et de montrer que la formation professionnelle est un choix parmi d'autres pour aller chercher un diplôme. C'était tellement longtemps dévalorisé. Oui, tout à fait, mais tu sais, je pense qu'on a passé à un autre stade avec nos jeunes parce qu'ils voient à quel point si c'est ça qui m'intéresse, bien, vas-y. Puis c'est des métiers de première importance aussi. Tout à fait, avec des très bonnes conditions d'emploi également. La plupart du temps. Oui, de façon générale. Et c'est un diplôme reconnu par le ministère aussi, donc je deviens quelqu'un de qualifié et de reconnu. Il y en a combien? Est-ce que vous savez combien d'élèves actuellement à la formation? Je ne voulais pas demander avant. Oui, non, c'est ça, j'ai pas le chiffre exact. On a une petite diminution. On sait que cette année, là, puis l'an passé, on avait un petit peu plus d'abandon en courant d'année. C'est clair que ça reste une réalité, puis une préoccupation pour le Centre de formation professionnelle de regarder ce volet-là. Mais en même temps, on a un jeune qui vient étudier, puis demain matin, des fois, qui peut avoir un travail temps plein. Tout à coup, donc, ça fait partie de la réalité du milieu. En terminant, est-ce que la pandémie actuellement a ralenti des projets de développement de la commission scolaire ou tout Bien, je vous dirais, a accéléré, plusieurs projets. Dans le monde scolaire, c'est pas facile d'accélérer. Non, tout à fait, mais le volet, entre autres, technologique, c'est clair qu'on a dû passer à une autre vitesse. On avait un plan de développement qui était déjà en place depuis quelques années, tant au niveau d'outiller et d'accompagner nos enseignants au niveau technologique, mais aussi tout le volet des équipements, parce qu'on était déjà en phase d'achat pour nos élèves. Mais c'est questionnant quand même, hein? Quand on se dit ça prend ça. Dans le fond, on aurait pu, mais par nous-mêmes, on n'y arrive pas à vitesse normale. Il y a tellement de contraintes, en tout cas, qu'on connaît ou non. Tout à coup, pouf! Bien, je pense qu'effectivement, on revire le monde à l'envers. C'est questionnant quand même. Oui, mais tu sais, le volet aussi de faire des réunions à distance, on se disait, on veut toujours être en présence. Tu sais, fait que ça nous amène à voir qu'il y a d'autres possibilités. Je pense qu'on va être content qu'il y ait un peu plus de moitié-moitié éventuellement, mais effectivement, on n'est pas obligé de se déplacer pour un tout et pour un rien. Là. Oui. On peut mieux cibler éventuellement. Fait que tu sais, sur ce volet-là, c'est clair que ça a accéléré le tout. C'est sûr que dans nos écoles, actuellement, on ne pense pas à des voyages, on ne pense pas à des sorties éducatives, on va être plus limité cette année à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas de faire venir des artistes à l'école, par exemple. Donc, ça nous amène à aller vers autre chose. Une certaine simplicité. Oui, aussi. Mais pour les élèves, ça va faire changement de leur réalité. Ils vont apprécier davantage tout ce qui va revenir éventuellement. Puis naturellement, le volet aussi des ressources humaines, bien, ça vient aussi, tantôt on disait, accélérer la nécessité d'avoir du personnel. Il y a beaucoup de recrutement encore. Hein? Beaucoup de recrutement. On a beaucoup d'enjeux. De soutien, enseignement, surveillant. À beaucoup de niveaux, effectivement. C'est sûr que la COVID amène à avoir des ajouts au niveau de la désinfection, de la surveillance, parce que si on pense à nos écoles secondaires où les jeunes vont dîner des fois dans leur classe, où ils doivent quand même rester en principe de bulle à certains niveaux, donc ça amène une présence plus importante sur le terrain. Donc, c'est sûr qu'on a un volet d'enjeux de recrutement,
Puis je pense qu'on a une belle région, puis il faut la vendre parce que, tu sais, d'amener nos gens à venir rester, s'établir ici, je pense que ça fait partie de nos enjeux au niveau de centre de services scolaires, puis de la valorisation de notre personnel, puis de l'importance de notre personnel parce qu'ils font une différence au quotidien dans la vie de nos jeunes. Puis je pense que comme parents, on l'a vu à quel point l'école est importante dans la vie de nos enfants en ayant été 2 mois complètement arrêtés. Tout à fait. On était très heureux de les retourner à l'école. Effectivement. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Mme Soucy, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, on est de retour à la vie publique. On va faire un tour dans le monde de l'agriculture avec Nathalie Lemieux qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nathalie, qui est donc présidente sur le conseil d'administration du syndicat de l'Union des producteurs agricoles du Kamouraska. Donc, évidemment, tout est teinté par la pandémie. L'agriculture aussi, ça a été, on en a parlé comme jamais parce que tout le monde avait le goût d'avoir son petit panier. Les gens se sont mis à jardiner. Mais ça a été quand même une année en dents de scie pour l'agriculture. Il y a eu beaucoup de défis là, pendant cette pandémie-là, des pertes quand même, des gains pour d'autres, mais des pertes, tout n'est pas rose. C'est un milieu d'ailleurs qui est en perpétuel changement, mais avec lequel on est extrêmement exigeant. Oui, puis d'ailleurs qu'il faut s'adapter régulièrement au jour le jour. Je vous dirais, cette année, c'est ça, l'année était teintée vraiment par des fluctuations de marché au niveau des productions, des fluctuations au niveau des demandes. Des périodes où, quand on a vu les restaurants fermés, quand on a vu les demandes en viande, les demandes en produits laitiers. Là, on parle du lait, par exemple, qui va dans les écoles, les restaurants. C'est ça. C'est sûr que ça a influencé beaucoup les marchés. C'est que les commandes ne ressemblent plus jamais à la même affaire. Là, non, c'est ça. Puis il fallait s'adapter, des fois, à court terme. Ça l'arrivait, puis les entreprises n'avaient pas le choix de s'adapter rapidement. Puis, dans le fond, au niveau, ben oui, tu sais, en même temps, on a senti quand même l'engouement pour les producteurs locaux, tout ce qui était l'agriculture de proximité. Les gens, on a senti une espèce d'urgence au printemps. Les gens voulaient vraiment contacter leurs entreprises, aller chercher leurs produits maraîchers, leurs légumes, leurs viandes et ces choses-là, voir qu'est-ce qu'il y avait dans leur région. Fait qu'on a senti vraiment cet engouement-là. Puis, dans le fond, c'est ça, tu sais, ça a créé une belle dynamique quand même dans la région, là, à ce niveau-là. Là. Vous me dites ça, c'est bon, comme citoyen, on avait de l'engouement, manger local, le panier bleu, on s'est beaucoup replié sur nous, donc pour encourager nos gens. Mais ma question est, si on regarde plus large, oui, il y a de l'engouement pour l'agriculture, pour consommer de l'agriculture, mais est-ce qu'il y a de l'engouement pour l'agriculture, travailler en agriculture? On sait que vous avez des problèmes importants de recrutement de main-d'œuvre. Si on va sur le site de Placement Québec, chaque jour, on va avoir 10, 12, même des fois 15 offres d'emploi d'ouvriers, passation d'entreprise également, qui est un défi important. C'est qu'il y a des coopératives pour aider la transition à se faire, que des fois, une ferme va être achetée par un groupe parce que les gens veulent moins s'investir, parce que c'est exigeant d'être agriculteur. Est-ce que cette période-là de pandémie a augmenté l'engouement ou ça reste pour manger des produits ou des gens qui disent, bien, sais-tu, une terre, là, ce serait une bonne idée? Bien, moi, je dirais, tu sais, on a vécu encore là, c'est très particulier. On a eu beaucoup de nouvelles entreprises qui se sont établies, qui ont démarré. On l'a constaté beaucoup dans le maraîcher. On voit encore les transferts de fermes. Puis je vous dirais là, que l'agriculture, c'est vraiment une question de passion. Puis encore, tu sais, cette semaine, je voyais des jeunes qui veulent vraiment démarrer. Puis dans d'autres productions, pas seulement le maraîcher, mais dans les viandes, dans les productions animales. Je pense qu'il y a quand même un engouement pour l'agriculture. Le défi de la main-d'œuvre reste toujours. C'est sûr qu'on a eu les travailleurs étrangers qui ont pris du retard. Les travailleurs locaux, bien, c'est sûr que, tu sais, on a fait l'appel à eux pour qu'ils viennent aider sur les entreprises. On n'est pas super compétents. Il faut se rendre compte que c'est pas facile. Mais tu sais, c'est ça, c'est quand même physique, c'est quand même des longues journées, c'est des périodes des fois. Fait que, tu sais, il a fallu apprendre avec ça, travailler avec ça. Mais tu sais, ça va toujours être le défi. Puis je pense que c'est dans tous les domaines aussi. L'agricole l'échappe pas non plus, là. Fait que c'est ça. Il faut toujours travailler sur ce volet-là. Puis, tu sais, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que je pense que tout a été essayé quand même là, pour aller chercher de la main-d'œuvre agricole. Est-ce qu'on est juste rendu gâté? On veut juste comme pas travailler trop physiquement parce que vous avez fait des salons, vous faites des campagnes publicitaires, vous allez sûrement dans les écoles secondaires. Je veux dire, ça fait des mois, des années que vous essayez d'aller chercher des gens, mais il y a dans le travail d'agriculture quelque
quelque chose de dur, de valorisant, mais de quand même dur. Ou encore, on sous-estime. Parce que des fois, moi, quand je vois des jeunes, je vais leur dire, mais en agriculture, c'est super moderne. S'il y a des entreprises qui ont su se moderniser, pour la plupart, c'est bien eux. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui peut faire que ça ne marche pas? Mais je pense que c'est ça, vous l'avez, là, c'est de continuer de valoriser cette agriculture-là, valoriser les façons de faire. Que c'est numérique, que c'est moderne. Que... Oui, de plus en plus. Puis je vous dirais, on parle des salons, on parle d'aller voir les gens du secondaire, mais même l'année passée, je vais juste vous parler d'une petite activité qui a eu lieu ici à la Pocatière avec les écoles primaires. Moi, je pense qu'il faut partir ça très tôt, ces valeurs-là au niveau agricole. Un œuf, ça vient de la ferme, là. Oui, c'est ça, puis il faut le faire connaître. Puis je vous dirais, tu sais, il y a eu le Salon des métiers qui avait été organisé par l'école primaire à la Pocatière, puis c'était beau de voir les enfants qui faisaient le tour de tous les métiers. Puis l'agriculture, je vous dirais, là, tu sais, on en attirait quand même une belle gang. Puis, tu sais, je pense qu'il faut partir ça tôt. Puis, tu sais, il faut leur montrer que c'est diversifié comme travail. Je pense qu'il faut toujours continuer à la valoriser parce que c'est pas... Tu sais, ça va être diversifié, les journées vont être différentes, le travail va changer. Puis est-ce que c'est possible aussi d'avoir une vie? Parce qu'on peut avoir... tu sais, nous, on travaille pas en agriculture, nous, tu sais, qu'on a toujours l'impression que les gens, ils ont comme pas de vacances, que c'est dur d'aller en vacances, que c'est dur d'avoir une vie, que c'est dur... tu sais, qu'il faut être vraiment investi 365 jours par année, alors que de plus en plus, il y a des gens qui réussissent à combiner vie de famille avec vie agricole, même si... Pour en connaître, ça travaille fort quand même, très fort. Bien, je pense que c'est important puis c'est un bon point. Oui, c'est de l'agriculture, tu peux pas arrêter ça roule 7 jours sur 7. C'est du vivant, là. Mais c'est du vivant, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même moyen, puis on se rend compte qu'il y a quand même moyen des fois d'organiser ses horaires, de prendre du temps avec les enfants, de prendre du... Tu sais, puis des fois, bien, c'est pas des très longues vacances, mais ne serait-ce que d'aller chercher 2-3 heures d'activité, puis de changer notre routine un peu de la journée, bien, des fois, ça peut aider aussi, puis ça nous permet de continuer d'être motivés pour continuer notre travail. Mais oui, c'est de l'organisation, mais je pense que ça peut se faire. Puis c'est aussi très polyvalent parce qu'il faut à la fois être comptable, être gestionnaire, être vétérinaire, être à son affaire. Il y a d'ailleurs, parce qu'il se vit de la détresse, on le sait, chez les agriculteurs, mais je pense qu'il faut arrêter de parler de cette détresse-là puis plus parler aussi de solutions qu'on leur apporte. Et vous avez d'ailleurs embauché une travailleuse de rang. Puis, j'ai beaucoup entendu ça, tu sais, c'est bon, c'est pour aller contrer la détresse dans les rangs. Oui, il y a de la détresse, mais il y a plein de gens qui sont très, très heureux de faire leur métier puis qui changeraient ça pour rien au monde. Qu'est-ce qu'elle apporte? Tu sais, mis à part là, le soutien psychologique, qu'est-ce qu'elle apporte, cette ressource-là? Quel manque qu'elle va combler? Bien, dans le fond, oui, c'était un super beau projet. Ça fait des années que le Bas-Saint-Laurent le travaille. Puis le projet d'avoir une travailleuse de rang, parce que nous, maintenant, on a une ressource. Dans le fond, au Bas-Saint-Laurent, il y a 2 ressources pour la grandeur du Bas-Saint-Laurent. Mais entre autres, on a une jeune fille qui est Sabrina Roy, qui est, elle, couvre Kamouraska, Rivière-du-Loup, les Basques, Témiscouata. Oh, c'est large. Fait que c'est quand même son territoire qu'elle couvre. Mais dans le fond, elle est appelée, elle peut venir en prévention, elle peut se faire référer. C'est toujours en lien avec la maison au cœur des familles, dans le fond. Puis les gens, tu sais, d'eux-mêmes peuvent appeler à un numéro là-bas qui vont la référer à la travailleuse de rang. Mais comme ça peut être un ami, des fois, qui sent que quelqu'un est un petit peu plus fragile. Mais est-ce que c'est connu, cette ressource-là? Est-ce que les gens savent, là, dans les agriculteurs? Parce que, tu sais, ils sont bien à leur affaire, des fois. Bien, ça commence à être connu un petit peu. Je vous dirais, il y a certaines régions que ça fonctionnait depuis un certain temps. On avait une région, nous aussi, dans le coin de la Matapédia, que ça faisait quelques années qu'il y avait une ressource à ce niveau-là. Mais là, d'en mettre 2 en place. Puis, tu sais, des fois, c'est en prévention. On parle, oui, des gens en détresse, mais tu sais, ça peut être des fois en lien, rencontrer des familles, des employés, n'importe quel petit conflit ou quelque chose de situation particulière qui peut arriver. Facilitateur. C'est ça. Tu sais, on peut la contacter. Un œil extérieur à la situation. Qu'est-ce qu'elle a comme bagage, cette jeune fille-là? Dans le fond, c'est une dame qui a fait des cours en travail social. Mais le gros avantage, c'est qu'elle a quand même
même un bagage en agriculture. Ouais, elle a été aussi élevée sur une ferme agricole. Maintenant, avec son conjoint, elle a une ferme agricole. Fait que, tu sais, la travailleuse de rang, c'est pas juste qu'on se déplace pour aller la rencontrer, mais elle peut venir sur les entreprises, tu sais, puis comme ça, jaser, prendre le pouls, changer les idées. Fait que, tu sais, c'est ça l'avantage de cette ressource-là qu'on a, c'est qu'elle peut vraiment se rendre sur nos entreprises et tout. Puis je pense qu'il faut en profiter, puis, tu sais, dans peu importe les situations, des fois, tu sais, ça peut être justement dans le cadre d'un transfert, un père avec un garçon ou une fille ou une mère, tu sais. Des fois, il arrive certaines situations où les communications sont plus difficiles. C'est beaucoup d'argent qu'on fait... les situations financières... c'est pas toujours, dans une famille, c'est pas toujours le fun de parler d'argent, je veux dire. Il peut y avoir des petits barrages psychologiques. Fait que des fois, juste d'avoir une personne extérieure, pouvoir se confier, pouvoir en jaser. Puis elle, après, elle peut référer à d'autres ressources aussi sur le territoire qui vont aller travailler vraiment sur certains dossiers un petit peu plus En terminant, pointus. il reste 1 minute 20. Je veux que tu me parles de toi, parce que toi aussi, tu es un agriculteur. Toi, tu as vu ta saison des sucres interrompue l'an passé. Je m'en souviens, on était dans les derniers, nous, on était là, puis on était comme, bon, OK, c'est sûr qu'il n'y aura plus d'autres monde après nous. Tu vois ça comment, là, les prochains mois à venir? Se réinventer, c'est beau, mais... Bien, il faut travailler encore à se réinventer. Ça, on ne changera pas. Je pense qu'il faut trouver de quelle façon on va pouvoir aller chercher notre marché, de quelle façon on va pouvoir aller rencontrer les gens, leur faire connaître nos produits, travailler avec des outils web un petit peu plus. Puis d'ailleurs, tu sais, je voulais vous parler, moi, de l'application Mangeons local. Ah oui. Je vais changer de sujet par rapport à parce moi. qu'il reste 50 secondes. Mais depuis cet été, il y a une belle application qui a été lancée qui permet de géoréférencer. C'est l'UPA, dans le fond, qui a lancé ça. Les entreprises sont invitées à aller s'inscrire sur cette application-là. Dans le fond, ça fait le lien direct avec leurs entreprises, avec leur site web, avec leur page Facebook. Il y a des photos, ça montre les produits qu'ils ont aussi. Puis cette application-là, elle va s'amener, là, tu sais, ça va évoluer dans le temps aussi, mais elle géolocalise des entreprises. Puis tu sais, même quand on a des gens qui viennent nous visiter, ben oups, tu sais, ils vont chercher cette application-là puis ils sont capables de nous trouver facilement. Fait que je pense que ça peut être un bel outil pour nos entreprises. Puis ça, c'est important, je trouvais. Là, oui, c'est important. L'application, donc Mangeons local. Mangeons avoir ça sur notre téléphone, là, à côté Mangeons de local chose. plus que jamais. Merci beaucoup, Nathalie Lemieux. Merci.